20 chantiers majeurs surgissent en même temps dans un pays réputé très pauvre. Sur le papier, ce ne sont que des autoroutes, une reconstruction urbaine, une nationalisation de l'énergie, des relances industrielles et une poussée pour la sécurité alimentaire. Mais l'ensemble ressemble à une tentative de rompre un cycle de dépendance et de recabler l'économie comme un système unique. Que doit comprendre un jeune travailleur, un agriculteur ou un commerçant lorsque Ibrahim Traoré choisit l'effort interne plutôt que l'attente des prêteurs et des priorités dictées de l'extérieur? Un pari rapide, cohérent et politiquement risqué. Cette analyse propose de décoder pourquoi cette vague de projets apparaît maintenant et ce qu'elle cherche réellement à transformer. Comprendre maintenant éclaire les risques, les opportunités et les conséquences concrètes. L'enjeu n'est pas de juger l'ambition, mais d'évaluer si une stratégie fondée sur la cohérence des systèmes peut remplacer un modèle ancien basé sur l'aide fragmentée et les cycles courts. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso tente de prouver que route, énergie, agriculture et industrie ne sont pas des dossiers séparés, mais des leviers interdépendants. Si l'approche fonctionne, elle peut stabiliser l'économie, retenir la valeur localement et renforcer la confiance sociale. Si elle échoue, la pression budgétaire et politique pourrait s'intensifier rapidement. Ce qui est en jeu dépasse donc les infrastructures elles-mêmes et touche à la crédibilité de l'État, à l'emploi des jeunes et à la capacité du pays à négocier avec ses partenaires. Ce qui surprend d'abord, ce n'est pas le nombre de projets, mais leur synchronisation. En l'espace de quelques années, le Burkina Faso est passé d'une gestion minimale de ses infrastructures à une reconstruction pensée comme un tout, malgré des marges financières étroites. Plus de 20 initiatives majeures sont lancées en parallèle, un rythme habituellement réservé à des États bien plus riches. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au point de départ. Pendant longtemps, le pays a fonctionné dans un piège structurel discret mais corrosif. Les routes se dégradaient plus vite que les budgets de réparation. Les villes s'étendaient sans réseau adapté. Les zones rurales dépendaient d'une agriculture pluviale fragile, exposée à chaque variation climatique. Dans le même temps, l'économie importait carburant, céréales et biens industriels, vidant lentement les réserves de devises sans renforcer la base productive nationale. Lorsque Ibrahim Traoré accède au pouvoir, l'État n'est pas en ruine, mais il est usé. Les services existent encore. Cependant, la mécanique qui les soutient repose sur des décennies de financement extérieur, de projets à court terme et de dépendance aux opérateurs étrangers. Le pays tient debout, mais sans marge de manœuvre. La faiblesse n'est pas seulement la pauvreté, elle réside dans la fragmentation. Les routes ne relient pas les pôles de croissance. L'énergie est contrôlée depuis l'extérieur. L'industrie locale est dispersée ou abandonnée. La rupture vient d'une décision stratégique plutôt que d'un changement idéologique pur. Au lieu d'attendre des crédits internationaux ou des priorités définies ailleurs, le pouvoir choisit de mobiliser ressources internes, main-d'œuvre locale et volonté politique. L'objectif n'est pas d'empiler des projets visibles, mais de recabler le système national pour que chaque secteur renforce le suivant. Transport pour l'agriculture, agriculture pour l'industrie, industrie pour les villes, villes pour les recettes publiques. Ce schéma non linéaire explique pourquoi les projets apparaissent en tant que grappes. Ils sont conçus comme des engrenages d'un même moteur, et non comme des réalisations isolées destinées à des annonces ponctuelles. Pour saisir l'impact concret de cette stratégie, il faut quitter les abstractions et regarder comment elles se matérialisent sur le terrain. Le fil conducteur n'est pas un individu isolé, mais une figure de décision qui impose un tempo. Ibrahim Traoré agit ici comme un point de convergence, non comme un gestionnaire de dossiers séparés. Sa marque n'est pas dans chaque chantier pris individuellement, mais dans la manière dont ils sont lancés et reliés. Dans les centres urbains, les premières actions paraissent modestes. Nettoyage, drainage, réhabilitation de quartiers, renforcement de routes secondaires. Pourtant, ces opérations produisent un effet rapide. Les villes plus stables deviennent des points d'ancrage. Les marchés fonctionnent avec moins d'interruptions. La mobilité quotidienne s'améliore. La gouvernance locale gagne en prévisibilité, un facteur souvent invisible mais décisif pour l'activité économique. Ces programmes urbains jouent aussi un autre rôle.
En mobilisant massivement de la main-d'œuvre locale, il crée un vivier de travailleurs formés au chantier public. Ce capital humain ne disparaît pas une fois les rues réparées. Il est redéployé vers les projets industriels, agricoles et énergétiques qui suivent. La reconstruction devient ainsi une chaîne d'apprentissage autant qu'un investissement matériel. Les premiers effets ne se mesurent pas encore en chiffres spectaculaires, mais en signaux. Des usines autrefois silencieuses recommencent à fonctionner. Les axes de transport réduisent les temps de trajet. Les producteurs locaux perçoivent un accès plus régulier au marché. Ces changements précoces nourrissent une perception nouvelle. Cette fois, les projets ne semblent bien pas isolés ni temporaires. Le message implicite est clair. La reconstruction n'est pas cosmétique, elle est systémique. La vague actuelle ne commence pas par une annonce spectaculaire, mais par un changement de cadence. Avant, les projets avançaient l'un après l'autre, dépendant de financements extérieurs, soumis à des interruptions fréquentes. Puis le rythme s'accélère, les décisions s'enchaînent, les chantiers se superposent. Ce passage d'une logique séquentielle à une logique simultanée constitue le véritable déclencheur. Tout commence par une mise en mouvement. Le gouvernement cesse de disperser des ressources limitées dans des programmes de court terme et les concentre sur des structures lourdes. Les projets routiers, énergétiques, urbains et agricoles sont annoncés presque en même temps. Cette synchronisation n'est pas esthétique. Elle répond à une contrainte précise. Un pays enclavé, dépendant des importations, ne peut corriger une seule faiblesse sans renforcer les autres. Une route sans énergie ne sert qu'à déplacer la pénurie. Une usine sans agriculture locale reste dépendante de l'extérieur. Une ville sans emploi stable devient un centre de tension sociale. Puis l'ensemble monte en intensité. Les travaux urbains stabilisent les villes pendant que les corridors routiers relient la capitale aux zones industrielles et agricoles. Les axes modernisés réduisent les temps de transport, ce qui modifie immédiatement les coûts logistiques. En parallèle, la reprise de sites industriels dormants transforme des matières premières de bois locales qui, auparavant, quittaient le pays à faible valeur ajoutée. Le coton est transformé. Les céréales sont moulues, les produits laitiers sont traités localement. Chaque relance paraît modeste isolément, mais leur simultanéité crée un effet cumulatif. Le véritable tournant arrive avec l'énergie. La nationalisation de la distribution de carburant et l'accélération des projets solaires changent la nature du risque. L'approvisionnement énergétique n'est plus un simple poste de dépense soumis aux décisions d'acteurs extérieurs. Il devient un levier stratégique. Le carburant alimente la logistique des chantiers, l'électricité soutient les usines relancées, les villes rénovées deviennent des nœuds de consommation et de production plus prévisibles. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré se précise. Le choix n'est pas d'éliminer le risque, mais de l'assumer. Lancer 20 projets à la fois augmente la pression budgétaire, mais réduit le risque systémique de dépendance prolongée. L'inaction, dans ce contexte, est perçue comme plus dangereuse que l'échec partiel. Cette logique explique pourquoi la stratégie privilégie des grappes de projets interdépendants plutôt que des réussites isolées. Et les effets se répercutent rapidement. Les chantiers créent de l'emploi à court terme, mais surtout des attentes. Les travailleurs urbains réintègrent l'espace public. Les agriculteurs commencent à planifier au-delà d'une seule saison. Les entreprises locales ajustent leurs investissements en anticipant des infrastructures plus fiables. Chaque réaction renforce la suivante, générant un momentum difficile à interrompre sans coût politique élevé. La séquence n'est donc pas linéaire, elle avance par boucle, un démarrage, une montée en intensité, un tournant lié à l'énergie, puis des effets sociaux qui reviennent nourrir l'élan. C'est cette dynamique, plus que la taille individuelle des projets, qui distingue la période actuelle des tentatives passées. Au départ, l'économie fonctionnait avec une forte dépendance aux importations. Aujourd'hui, la stratégie vise à retenir davantage de valeur à l'intérieur du pays. Ce basculement se lit d'abord dans l'ampleur chiffrée des décisions prises en même temps, plutôt que dans un indicateur isolé. Le lancement simultané de 20 projets structurants constitue en soi un signal, car il rompt avec des décennies d'interventions fragmentées et séquentielles. Là où l'ancien modèle cherchait à corriger un déficit à la fois, le nouveau tente de modifier la structure globale.
D'abord, un repère concerne l'énergie. La reprise nationale de plus de 200 stations de distribution de carburant, transférées d'opérateurs étrangers vers une gestion domestique, change la ligne de base. Avant, chaque litre vendu renforçait un circuit de valeur externe. Désormais, une partie de cette valeur circule localement, soutenant la logistique, l'entretien des routes et les finances publiques. Ce n'est pas une autonomie totale, mais une réduction mesurable de l'exposition. Ensuite, un autre repère chiffré se situe dans l'agriculture. Plus de 104 milliards de FCFA sont consacrés à la modernisation rurale, un niveau d'engagement qui dépasse les programmes ponctuels du passé. Ces fonds soutiennent la mécanisation, l'amélioration des semences, l'irrigation et l'élevage. L'objectif n'est pas seulement d'augmenter les rendements, mais de stabiliser la production face aux chocs climatiques. La transition est visible avec des projets d'irrigation qui transforment près de 900 hectares en terres cultivables toute l'année, là où l'agriculture restait auparavant dépendante des pluies saisonnières. Enfin, un dernier repère concerne l'industrie. La réactivation d'usines de transformation du coton, des céréales, des produits laitiers ou des détergents ne se mesure pas encore par des volumes exportés massifs. Elle se mesure par la substitution progressive aux importations. Chaque unité, produite localement, réduit la sortie de devises et soutient un emploi interne. Pris isolément, l'effet semble modeste. Agrégé, il modifie la circulation de la valeur dans l'économie nationale. Ces chiffres ne racontent pas une réussite garantie, ils dessinent une trajectoire. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le pari consiste à accepter une pression budgétaire immédiate pour réduire une vulnérabilité chronique. Le calcul est simple, conserver une fraction supplémentaire de valeur à chaque étape de la chaîne peut, avec le temps, produire un effet multiplicateur supérieur à celui de l'aide externe conditionnée. Les données disponibles montrent surtout un changement de logique. Les investissements ne visent plus uniquement la croissance à court terme, mais la résilience du système. Routes, énergie, agriculture et industrie sont traitées comme des variables interdépendantes. Si l'une progresse sans les autres, le gain s'érode. Si elles avancent ensemble, même lentement, l'économie gagne en cohérence. La question centrale n'est donc pas de savoir si ces chiffres sont spectaculaires, mais s'ils sont suffisants pour enclencher un cycle durable. Les prochains mois diront si cette base quantitative peut soutenir l'élan politique et social déjà engagé. Les critiques les plus solides ne portent pas sur l'intention, mais sur la soutenabilité. Premier argument, lancer 20 projets en parallèle dans un pays aux marges budgétaires limitées risque de diluer les ressources. Selon cette lecture, chaque chantier supplémentaire augmente la probabilité de retard, de dépassement de coûts et de compromis sur la qualité. Un projet isolé peut être corrigé. Un ensemble coordonné qui déraille exerce une pression systémique sur les finances publiques et la crédibilité politique. Deuxième argument, la simultanéité complique la gouvernance. Des infrastructures lourdes exigent maintenance, compétences techniques et chaînes d'approvisionnement stables. Si l'énergie progresse plus vite que l'industrie ou si les routes précèdent la production locale, les gains attendus peuvent rester latents. Dans ce scénario, l'État supporterait des coûts fixes élevés avant que les bénéfices économiques ne se matérialisent, créant un décalage dangereux entre attentes sociales et résultats tangibles. Ces objections sont sérieuses, car elles s'appuient sur des expériences observées ailleurs. Pourtant, la réponse implicite du gouvernement repose sur une logique inverse. La fragmentation est identifiée comme le risque principal. Un projet unique, même bien exécuté, n'a jamais suffi à rompre la dépendance. En traitant route, énergie, agriculture et industrie comme un système, la stratégie cherche à réduire les goulets d'étranglement simultanément plutôt qu'à les déplacer. Les données disponibles suggèrent que cette approche vise à raccourcir le délai entre investissement et impact. Les travaux urbains génèrent rapidement de l'emploi. Les corridors routiers réduisent immédiatement les coûts logistiques. La transformation locale substitue des importations dès les premiers cycles de production. Aucun de ces effets n'est décisif seul, mais leur chevauchement limite le risque d'infrastructures sous-utilisées. Le pari reste risqué. Il suppose une discipline de gestion constante et une priorisation claire lorsque les contraintes apparaissent. Cependant, du point de vue des décideurs, l'alternative est jugée plus coûteuse.
poursuivre des interventions graduelles qui n'ont jamais modifié la structure de vulnérabilité. La question n'est donc pas seulement de savoir si la stratégie est ambitieuse, mais si elle est rationnelle face à l'échec répété des approches précédentes. Au fond, le pari ne porte pas seulement sur la construction, mais sur la synchronisation. Ce qui apparaît ici, c'est un déplacement stratégique. La reconstruction n'est plus pensée comme une réponse sectorielle, mais comme un mécanisme de pouvoir. En lançant routes, énergie, agriculture et industrie au même moment, l'État cherche à modifier la géométrie de ses dépendances plutôt qu'à les gérer une par une. Cette révélation change la lecture des projets. Pris séparément, aucun chantier ne semble révolutionnaire. Une route améliore un trajet, une centrale stabilise un réseau, une usine relance une activité. Mais ensemble, ils forment une boucle fermée. Les villes stabilisées accueillent les travailleurs. Les travailleurs alimentent l'industrie. L'industrie soutient l'agriculture par la demande. L'agriculture réduit les importations. L'énergie, sous contrôle national, maintient l'ensemble en fonctionnement. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'agit pas seulement comme un chef d'exécutif, mais comme un chef d'orchestre. Le tempo compte autant que les notes. Retarder un élément affaiblirait la boucle. Avancer trop lentement exposerait le système au choc externe. La simultanéité devient donc une arme politique autant qu'économique. Cette logique explique aussi le timing régional. La reconstruction intervient au moment où les équilibres du Sahel se redessinent et où les anciennes influences perdent de leur force. En consolidant ses bases matérielles maintenant, le pays cherche à entrer dans cette phase avec davantage de leviers. La révélation centrale est là. L'infrastructure devient un instrument de négociation, pas seulement de développement. Les effets les plus visibles de cette stratégie apparaissent lorsque l'on observe comment elle touche différents groupes en même temps. Pour l'État d'abord, la conséquence immédiate est un changement de posture. La reconstruction simultanée réduit le nombre de points de vulnérabilité. Lorsque les routes, l'énergie et certaines de chaînes industrielles sont contrôlées au niveau national, la capacité de pression extérieure diminue. L'État ne devient pas autosuffisant, mais il gagne des marges de négociation. Les décisions budgétaires restent contraintes, toutefois, elles s'appuient davantage sur des flux internes que sur des arbitrages dictés de l'extérieur. Pour les entreprises locales, l'impact se manifeste par un environnement plus prévisible. Les corridors de transport réduisent les coûts et l'incertitude logistique. Les usines relancées, même à échelle modeste, offrent des débouchés plus stables aux matières premières locales. La transformation du coton, des céréales ou des produits laitiers ne crée pas encore de champions industriels, mais elle modifie les calculs. Investir localement devient moins risqué lorsque l'énergie et les routes suivent. Cette évolution progressive favorise une économie de substitution où chaque produit fabriqué sur place remplace une importation et conserve une part de valeur dans le pays. Pour les citoyens, les conséquences sont plus diffuses mais profondes. Dans les zones urbaines, les chantiers génèrent de l'emploi immédiat et visible. Les jeunes travailleurs, longtemps exclus de projets structurants, participent directement à la reconstruction de leur environnement. Cette implication modifie la relation à l'espace public et à l'État. En milieu rural, l'irrigation et la mécanisation offrent une chose rare, la prévisibilité. Pouvoir planifier une année agricole complète change la gestion du risque et la confiance dans l'avenir. Ces effets ne suppriment pas les difficultés sociales, mais ils en modifient la dynamique. À l'échelle régionale, les conséquences sont surtout politiques. Un pays qui maîtrise mieux ses infrastructures critiques devient plus difficile à isoler ou à contraindre. Les partenaires ajustent leur approche, les critiques recalculent leurs leviers. Le Burkina Faso n'impose pas un modèle, mais il crée un précédent observé de près par ses voisins. La simultanéité des projets envoie un signal. La reconstruction peut être un instrument d'affirmation stratégique. Dans ce contexte, le rôle d'Ibrahim Traoré est central, mais indirect. Il n'est pas le visage de chaque chantier, mais le symbole d'une orientation. La crédibilité de l'ensemble repose sur la capacité à maintenir la cohérence entre secteurs. Si l'un d'eux faiblit durablement, l'effet de boucle se fragilise. Si tous progressent,
Même lentement, la perception change. La conséquence la plus durable pourrait être immatérielle. Un pays longtemps décrit par ses limites commence à être décrit par sa capacité d'action. Cette modification du regard interne et externe agit comme un multiplicateur politique. Elle n'assure pas le succès, mais elle redéfinit ce qui est jugé possible. À court terme, 3 trajectoires plausibles se dessinent si l'on projette l'évolution des projets sur les 6 à 12 prochains mois. Dans une trajectoire de continuité, les chantiers avancent de manière inégale. Certains plus vite que prévu, d'autres avec des retards techniques, mais l'ensemble reste cohérent. Les routes clés deviennent opérationnelles, l'énergie solaire continue de s'étendre et les unités industrielles relancées stabilisent leur production. L'économie ne connaît pas de rupture spectaculaire, mais elle gagne en prévisibilité, ce qui renforce progressivement la confiance des acteurs locaux. Dans une trajectoire plus favorable, l'alignement se fait plus vite que prévu. Les infrastructures urbaines réduisent effectivement les coûts à la socio, l'emploi généré absorbe une partie des tensions démographiques et la substitution aux importations commence à se voir dans les comptes nationaux. Les recettes issues des péages, de la distribution de carburant et de l'activité industrielle soutiennent l'entretien des infrastructures. Le pari de la simultanéité produit alors un effet d'entraînement et le Burkina Faso apparaît comme un exemple fonctionnel de développement par la cohérence des systèmes, ce qui renforce sa position régionale. Dans une trajectoire plus fragile, des retards cumulés, des dépassements budgétaires ou une maintenance insuffisante peuvent déséquilibrer la boucle. Une centrale sous-performante fragilise l'industrie. Une route mal entretenue annule les gains logistiques. Le risque n'est pas l'échec d'un projet, mais l'affaiblissement de la perception globale de compétences et la pression politique augmentent rapidement parce que les attentes ont été élevées. Le risque n'est pas l'échec d'un projet, mais l'affaiblissement de la perception globale de compétences. Dans ces 3 scénarios, un point commun demeure. La stratégie ne laisse que peu de place à l'immobilisme. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, l'approche consiste à accepter l'incertitude pour réduire une vulnérabilité structurelle plus profonde. La question n'est donc pas de prédire quel scénario s'imposera, mais de comprendre que la trajectoire dépendra moins des annonces que de l'exécution quotidienne et de la discipline de gestion. À ce stade, l'enjeu devient personnel pour ceux qui observent ces transformations de l'intérieur. Pour un jeune urbain, la reconstruction n'est pas un concept abstrait. Elle se traduit par des chantiers visibles, des emplois temporaires, puis par la perspective d'une formation technique et d'un travail plus stable lorsque les usines et les services associés montent en régime. Cette transition ne garantit pas une insertion durable pour tous, mais elle modifie les horizons. L'attente passive laisse place à une participation concrète à un projet collectif. Pour les acteurs économiques locaux, la lecture est différente. Artisans, commerçants et petites entreprises évaluent surtout la fiabilité. Une route entretenue réduit les ruptures d'approvisionnement. Une énergie plus stable limite les arrêts coûteux. Même sans croissance rapide, la réduction de l'incertitude change les décisions quotidiennes. Investir devient moins risqué lorsque l'environnement n'est plus entièrement dépendant de facteurs extérieurs imprévisibles. Cette évolution graduelle favorise une économie d'ancrage plutôt qu'une économie de survie. Pour les communautés rurales, l'effet est souvent plus discret, mais tout aussi structurant. L'irrigation, la mécanisation et l'accès au marché permettent de planifier au-delà d'une saison. Pouvoir anticiper une récolte complète transforme la gestion du risque familial. Le revenu devient plus prévisible, ce qui influe sur la scolarisation, la santé et les choix d'investissement. Ces changements ne font pas disparaître la vulnérabilité, mais ils redonnent une forme de contrôle sur l'avenir immédiat. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un dirigeant lointain que comme un catalyseur de décisions qui touchent le quotidien. La stratégie réussira ou échouera à grande échelle, mais elle est déjà jugée à travers ses expériences concrètes. La question pour chacun devient simple. Ces transformations améliorent-elles réellement la capacité à planifier, travailler et vivre avec moins d'incertitudes? Pour que l'élan actuel se transforme en trajectoire durable, une séquence d'exécution claire devient essentielle. D'abord, il faut prioriser.
car tous les projets n'ont pas le même effet systémique au même moment. Routes de liaison, énergie et agriculture constituent le socle immédiat, parce qu'ils conditionnent la performance des autres secteurs, et consolider ces piliers réduit le risque de goulets d'étranglement. Ensuite, la gouvernance et la maintenance deviennent décisives. Construire rapidement sans prévoir l'entretien affaiblirait l'ensemble. Cela implique des mécanismes simples mais mesurables, affecter des recettes dédiées, former des équipes locales de maintenance et définir des indicateurs de performance accessibles. Dans ce cadre, la discipline administrative compte autant que l'investissement initial. Puis, le capital humain doit suivre. Les programmes urbains et industriels peuvent continuer à servir de terrain de formation et transformer des emplois temporaires en compétences transférables augmente la valeur sociale des chantiers. Ce lien entre infrastructure et formation conditionne la crédibilité à moyen terme. Enfin, la coordination sectorielle reste le cœur de la stratégie. Les ministères, entreprises publiques et acteurs locaux doivent fonctionner avec des calendriers alignés. Une usine sans énergie fiable ou une route sans activité économique diluent l'impact. Et pour garder le cap, il faut mesurer les résultats. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas de multiplier les annonces, mais de montrer des gains concrets, même progressifs. Ce suivi conditionne la confiance publique et la capacité à ajuster sans perdre l'élan. Pour mesurer la portée de cette transformation, il faut revenir à l'image initiale des villes et des territoires longtemps décrits par leur manque. Les routes dégradées, les usines silencieuses et les terres dépendantes des pluies formaient un paysage familier. Aujourd'hui, ce décor commence à changer, non pas de manière spectaculaire, mais par accumulation de signaux. Chaque chantier achevé, chaque site relancé, chaque récolte sécurisée ajoute une pièce à un récit différent. Ce qui traverse cette reconstruction, ce n'est pas l'euphorie, mais la reprise de contrôle. Des travailleurs urbains qui voient leur quartier se stabiliser. Des agriculteurs qui planifient une saison entière. Des entrepreneurs locaux qui osent investir à petite échelle. Ces expériences concrètes forment un socle de confiance fragile mais réel. Elles expliquent pourquoi l'adhésion sociale compte autant que les indicateurs économiques. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré incarne moins une promesse individuelle qu'un point de bascule symbolique. Son rôle est associé à un moment où l'État tente de prouver qu'il peut agir de façon cohérente, même sous contrainte. La réussite n'est pas assurée et les risques demeurent élevés. Mais l'absence d'action aurait entretenu une certitude plus lourde encore, celle de la stagnation. Et l'idée qui s'impose au bout du compte est simple. La reconstruction redéfinit ce que le pays s'autorise à imaginer. Arrivé à ce point, le débat dépasse largement la liste des chantiers ou le calendrier politique. Ce qui se joue au Burkina Faso interroge une question plus large. Jusqu'où un État aux ressources limitées peut-il aller lorsqu'il choisit la cohérence plutôt que la dépendance graduelle ? La reconstruction en cours n'impose pas une réponse définitive, mais elle oblige à reconsidérer certaines certitudes sur le développement, la souveraineté et le rythme du changement. Pour les observateurs extérieurs, l'expérience burkinabé sert de miroir. Elle invite à distinguer la capacité financière de la capacité décisionnelle. Pour les citoyens, elle pose une interrogation plus immédiate. Comment transformer cet élan en résultat durable sans perdre la discipline nécessaire ? Entre ambition et surextension, la ligne reste fine. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le pays teste une idée simple mais exigeante, bâtir des fondations matérielles pour élargir l'espace du possible politique et social. Le succès ou l'échec se mesurera dans le temps, bien au-delà des annonces actuelles. La question reste ouverte, et elle mérite le dialogue. Selon vous, quel secteur de cette reconstruction aura l'impact le plus déterminant à long terme, et pourquoi ?